Le monde de Kobo avait longtemps été une équation de béton froid, de barres d'acier dont la peinture s'écaillait sous l'humidité artificielle et de regards humains qui défilaient comme un ruban sans fin, derrière une vitre épaisse. Pendant 15 ans, ce géant de 200 kilos, cette force brute de la nature, avait vécu dans une boîte. Il connaissait le bruit des verrous qui s'enclenchent à 18 heures, le vrombissement monotone du système de filtration d'air et le goût fade des fruits de supermarché, mûris en chambre froide, loin du soleil d'Afrique. Pour les visiteurs du zoo de Lyon, il n'était qu'une attraction, un dos argenté, magnifique mais passif. Mais pour Marc, son soigneur principal, Kobo était une âme en exil, un roi sans royaume, dont les yeux ambrés semblaient porter tout le poids d'un monde disparu. Marc avait passé des années à se battre contre la bureaucratie, les budgets et les sceptiques pour organiser ce que beaucoup considéraient comme une folie, la réintroduction de Kobo dans son habitat naturel, au cœur des plateaux batéqués, au Gabon. Le voyage fut une épreuve de ténèbres et de vibrations. Kobo avait été endormi, puis enfermé dans une caisse de transport renforcée. Il avait traversé les océans dans le ventre d'un avion cargo, un monstre de métal hurlant qui ne ressemblait en rien aux cris des oiseaux de sa lointaine enfance. Lorsqu'il commença à reprendre connaissance, ce ne fut pas par la vue, mais par l'odorat. L'air n'était plus sec et stérile, il était lourd, épais, chargé d'une humidité qui collait à ses poils denses. Il y avait cette odeur de terre fermentée, de bois pourri, de fleurs sauvages dont le parfum était si puissant qu'il en devenait presque étourdissant. C'était l'odeur de la vie dans ce qu'elle a de plus sauvage et de plus implacable. Kobo grogna sourdement, un son qui vibra dans sa poitrine massive comme un tambour de guerre. Il sentit le sol sous sa caisse s'immobiliser. Des voix humaines, basses et respectueuses, murmuraient à l'extérieur. Parmi elles, il reconnut celle de Marc, une ancre familière dans cet océan d'inconnus. Lorsque le panneau coulissant de la cage de transport fut enfin déverrouillé, un silence de cathédrale s'installa sur la clairière. Les soigneurs et les gardes forestiers s'étaient retirés à une distance prudente, laissant le champ libre au colosse. Kobo ne se précipita pas. La captivité avait gravé en lui une prudence maladive. Il avança d'abord une main immense aux phalanges calleuses, et toucha l'herbe haute. Le contact fut un choc électrique. Ce n'était pas le gazon rasé des enclos, mais une végétation vivante, rebelle, qui chatouillait sa peau. Il sortit lentement, ses larges narines frémissant pour absorber chaque molécule de ce nouvel univers. Le soleil de l'après-midi, filtré par la canopée, dessinait des taches d'or sur son pelage sombre. Kobo se redressa sur ses membres postérieurs, une posture de dominance qu'il n'avait pas adoptée depuis des années, et observa la muraille verte de la forêt, qui l'appelait. C'est à ce moment précis que l'incroyable se produisit. Kobo, le guerrier de la jungle, s'assit sur ses hanches, posa ses mains sur ses genoux et laissa échapper un long soupir qui ressemblait à un sanglot humain. Puis, sous les yeux ébahis des observateurs munis de jumelles, de larges larmes commencèrent à couler sur ses joues de cuir noir. Ce n'était pas une simple réaction biologique à la poussière ou à la lumière. C'était une libération émotionnelle d'une pureté absolue. Le gorille pleura lorsqu'il fut libéré, écrasé par la beauté de ce qu'il avait perdu et qu'il venait de retrouver. Il pleurait, la fin de l'ennui, la fin de la vitre, la fin de la solitude au milieu des foules. Dans ce regard embué, il y avait la reconnaissance de ses racines, le souvenir ancestral d'une lignée de rois de la forêt. Marc, à 200 mètres de là,
essuya ses propres larmes, sentant qu'il venait d'assister à un miracle de la nature. Kobo semblait enfin en paix. Il se tourna une dernière fois vers la direction d'où venaient les humains, un regard qui semblait dire adieu, puis d'une démarche majestueuse et lente, il s'enfonça dans l'épaisseur du sous-bois. Les premières minutes de sa nouvelle vie furent une symphonie de découverte. Kobo marchait avec une précaution infinie, comme s'il craignait que ce décor de rêve ne s'effondre comme un château de cartes. Il goûta une feuille de gingembre sauvage, retrouvant instantanément l'amertume savoureuse que ses papilles avaient oubliée depuis sa prime jeunesse. Il écouta le cri d'un touraco bleu et le bourdonnement des insectes qui s'activaient dans l'humus. Il se sentait puissant, chaque muscle de son dos argenté vibrant d'une énergie nouvelle. Il était libre. Il était le maître de ce domaine vert. Il monta sur un tronc couché, couvert de mousse épaisse, pour observer un petit ruisseau qui serpentait en contrebas. Il se sentait revivre, chaque cellule de son corps s'accordant à la fréquence vibratoire de la terre africaine. Mais dans ce paradis retrouvé, l'ombre n'est jamais loin, et la cruauté du monde ne s'efface pas simplement parce qu'on a franchi une frontière invisible. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose de terrible arriva. Le silence tomba brusquement. Ce n'était pas le silence paisible d'une forêt qui s'endort, mais ce vide oppressant, soudain, qui signale la présence d'un prédateur ou d'une anomalie. Kobo, dont les sens s'éveillaient à peine de leur longue léthargie, s'immobilisa, la main suspendue en l'air. Il sentit une odeur qui ne faisait pas partie de la symphonie naturelle. Une odeur de métal oxydé, de sueur rance et d'une substance chimique qu'il avait apprise à détester aux os. La poudre à canon. Avant qu'il puisse réagir, avant qu'il puisse comprendre que son sanctuaire était déjà profané, un claquement sec retentit, comme une branche cassée par un géant. Ce n'était pas un coup de feu, mais le déclenchement d'un mécanisme d'acier. Kobo poussa un rugissement de douleur qui fit trembler les feuilles de teck environnantes. Sa jambe droite venait d'être prise dans un collet de braconnier, un câble d'acier tressé, fin comme un cheveu, mais résistant comme le destin. En tentant de se dégager par un mouvement réflexe de panique, le nœud coulant se resserra violemment, mordant la chair, sectionnant les tendons et venant buter contre l'os dans un craquement sinistre. Le colosse s'effondra sur le flanc, griffant la terre, arrachant des poignées d'herbe dans une agonie féroce. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Le piège n'était pas une simple boucle de métal. Il était relié à un dispositif artisanal, une vieille grenade de surplus militaire, modifiée pour servir d'alarme et de moyen de mutilation pour les grands primates. L'explosion fut sourde, mais dévastatrice. Un nuage de fumée noire et de débris métalliques déchira la sérénité de la clairière. Kobo fut projeté contre une racine massive, son flanc lacéré par des éclats brûlants. La douleur était une brûlure blanche qui annihilait toute pensée. Le gorille qui, quelques instants plus tôt, pleurait de joie, hurlait désormais de terreur et de détresse. Le sang, d'un rouge vif et profond, commença à imbiber la mousse verte qu'il venait de célébrer. Ce n'était pas seulement son corps qui était brisé, c'était le pacte qu'il pensait avoir conclu avec la liberté. La forêt, qu'il croyait être son foyer, se révélait être un champ de mines semé par la cupidité humaine. Au loin, le bruit de bottes lourdes écrasant la végétation se fit entendre. Ce n'étaient pas les pas légers et respectueux des gardes du parc, c'étaient les pas de ceux qui voient dans un dos argenté non pas un être vivant, mais une source de profit. De la côte, un pour les marchés urbains,
ou des mains coupées pour servir de cendrier macabre aux collectionneurs sans âme. Ils étaient 3, vêtus de treillis délavés, leurs fusils d'assaut en bandoulière. Ils riaient, croyant avoir piégé une proie facile. Mais ils n'avaient pas compté sur la résilience d'un roi qui n'avait plus rien à perdre. Malgré sa jambe broyée, malgré les éclats qui lui déchiraient la poitrine, Kobo se redressa. Il ne fuyait plus. Il s'adossa au grand arbre, ses yeux ambrés maintenant injectés de sang et de fureur. Il frappa son torse d'un son sourd, un défi ultime lancé à ceux qui venaient achever son rêve. La tragédie de cet instant était insupportable. Kobo avait passé 15 ans à rêver de cet endroit, pour y trouver la mort en moins d'1 heure. L'ironie était d'une cruauté absolue. Les hommes l'avaient sauvé de la prison pour le livrer, sans le vouloir, à l'échafaud. Alors que le premier braconnier levait son arme pour ajuster le tir de grâce, une nouvelle détonation retentit, mais celle-ci était différente. C'était le cri d'un fusil de précision. Le braconnier s'effondra, touché à l'épaule. Marc et l'unité d'élite des gardes forestiers, qui n'avaient jamais cessé de surveiller le signal GPS de Kobo, venaient de surgir de la brousse comme des spectres vengeurs. Une fusillade brève et chaotique s'ensuivit. Les 2 autres braconniers, réalisant qu'ils n'avaient aucune chance face à des hommes entraînés et furieux, s'enfoncèrent dans l'épaisseur de la jungle, disparaissant comme les parasites qu'ils étaient. Le calme revint, mais c'était un calme de cimetière. Marc se précipita vers Kobo, ignorant le danger que pouvait représenter un animal blessé et terrifié. Il s'agenouilla dans le sang et la boue, ses mains tremblantes cherchant le regard du gorille. « Côte 2 » murmurait-il, la voix brisée par les sanglots. Kobo regarda Marc. La fureur avait quitté ses yeux, remplacée par une lassitude infinie. Il reconnut l'homme qu'il avait soigné pendant des années, l'homme qui lui avait apporté des pommes et lui avait parlé doucement les soirs d'hiver à Lyon. Mais dans ce regard, il y avait aussi une accusation silencieuse. Le gorille semblait avoir compris que, peu importe la taille de l'enclos, peu importe la beauté de la forêt, tant que l'homme serait présent, il n'y aurait jamais de véritable paix. La liberté était une illusion qui se payait au prix du sang. L'équipe médicale d'urgence arriva en hélicoptère quelques minutes plus tard. Ils durent endormir Kobo une nouvelle fois sur cette même terre qu'il avait embrassée de ses larmes. L'opération dura des heures, en plein milieu de la jungle, sous une tente de fortune. Ils réussirent à sauver sa jambe, mais Kobo resterait boiteux pour le restant de ses jours. Les éclats de grenade avaient laissé des cicatrices profondes, non seulement sur son cuir, mais dans sa psyché. La décision fut prise de ne pas le laisser seul. Il ne pourrait jamais survivre dans la nature sauvage avec une telle infirmité, et face à des prédateurs aussi impitoyables que les braconniers. Kobo fut transporté vers un sanctuaire protégé, une immense zone de forêt primaire entourée de clôtures électrifiées de haute sécurité et patrouillée par des gardes armés, jour et nuit. C'était un compromis amer. Il était en Afrique. Il pouvait sentir le vent et grimper aux arbres, mais il était de nouveau derrière des barrières. Il était dans une cage dorée, plus vaste, plus verte, mais une cage tout de même. Aujourd'hui, Kobo est souvent vu assis à la limite de son territoire protégé. Il ne pleure plus. Il observe la ligne d'horizon, là où la forêt devient dense et interdite. Il écoute les bruits de la jungle libre, celle où il a marché pendant quelques minutes, magnifique et terrible. Les visiteurs du sanctuaire disent qu'il est le plus beau des gorilles, mais ils notent tous cette tristesse singulière dans son regard. Kobo est le gorille qui a connu le paradis pendant un battement de cœur,
avant de découvrir que le paradis de l'homme est souvent pavé de pièges en acier. Il reste là, dos argenté brillant sous le soleil équatorial, survivant d'une liberté qui n'a duré qu'un instant, mais dont l'écho résonnera à jamais dans les profondeurs de son âme brisée. Il est le témoin muet d'un monde où la beauté est si fragile qu'elle ne peut survivre que derrière des barreaux. Et c'est peut-être là la chose la plus terrible de toutes. Dans le silence de la nuit, quand les gardes font leur ronde et que les grillages grésillent doucement, Kobo rêve parfois. Il ne rêve pas du zoo, ni même du sanctuaire. Il rêve de ces quelques minutes où ses pieds ne connaissaient pas de limite, où ses larmes étaient de joie, et où, pour une fraction de seconde, il n'était pas un spécimen, pas une proie, pas une attraction, mais simplement un être vivant, en harmonie avec le souffle de la terre. Et dans son sommeil, sa main massive se crispe parfois, cherchant une liberté que l'homme lui a donnée d'une main pour lui reprendre, par accident et par cruauté, de l'autre. La forêt continue de pousser, les oiseaux continuent de chanter. Mais pour Kobo, la véritable libération ne viendra plus jamais d'une porte qui s'ouvre, mais du jour où il n'aura plus besoin de se souvenir de la douleur de l'acier. C'est ainsi que l'histoire de Kobo devint une légende parmi les protecteurs de la nature, un rappel sanglant que la réintroduction n'est pas une fin en soi, mais un combat quotidien. Car tant que la forêt sera un champ de bataille, les larmes des gorilles ne seront jamais que le prélude à de nouvelles tragédies. Et Kobo, du haut de son trône de racines, continue de regarder le monde avec cette sagesse amère, celle de ceux qui ont vu l'envers du décor et qui savent que la plus terrible des prisons n'est pas celle dont on voit les barreaux, mais celle que l'on porte en soi, après avoir été trahi par le monde que l'on aimait.